Bonjour à tous et bienvenue dans ce Quoi de Neuf du 15 au 23 février prochain. C'est un festival de théâtre interquartier qui prend place à Brest. Près d'une quinzaine d'événements sur près d'une dizaine de jours. C'est Pierre-Henri Juel qui est avec nous pour nous présenter l'événement. Bonjour. Bonjour. Alors c'est la 8e édition de ce festival, c'est le festival Oups. Il nous fait encore parcourir la ville cette année. Comment va se dérouler cette 8e édition du festival? Alors ça va être, comme vous venez de dire, ça va être une promenade dans toute la ville, tout Brest, puisqu'on va dans les centres sociaux, les maisons de quartier, dans tout l'espace de Brest, mais également au Quartz, au Macorlan. On emmène les gens dans une promenade théâtrale de tout genre en fait. Alors l'idée c'est quoi? C'est d'ouvrir le théâtre à tout le monde vraiment, de rendre ça justement, c'est un festival qui est fait pour les gens mais par les gens également, puisqu'il y a, par exemple, c'est un exemple, il y a un comité de programmation, donc il y a des gens du public qui viennent voir des spectacles avec nous et qui donnent, voilà, qui choisissent aussi, donc ça fait partie de l'histoire. Et on travaille avec les centres sociaux depuis le début, parce que c'était au départ une demande des gens, des quartiers. Tiens, on aimerait bien qu'il se passe quelque chose dans notre centre social. Donc tout est parti de là. On a amené des spectacles vivants dans les centres sociaux, donc chez les gens. D'ailleurs, cette année, il y a même un spectacle qui va avoir lieu dans un appartement, vraiment chez les gens. Mais vraiment, donc on sort totalement en fait du cadre cérémonial un peu du théâtre. Là, on est vraiment, on fait du théâtre partout. C'est exactement ça. C'est casser l'idée de les artistes. Le théâtre, c'est quelque chose d'extraordinaire. Oui, c'est extraordinaire, mais quelque chose de... Mais ça peut être populaire aussi sans utiliser le terme péjoratif du terme. Voilà, c'est ça. Nous sommes des maçons de la langue, quelque part. Alors je le disais, du coup, il y a près d'une quinzaine de spectacles que vous allez programmer lors de cette édition du festival Oups. Vous mettez aussi un point d'honneur sur l'ouverture à tous les publics. Expliquez-nous. Ah oui, le théâtre commence, j'ai envie de dire, dès le premier souffle, dès le premier cri, parce que par exemple, il y a un spectacle qui est pour les enfants à partir de 9 mois, puis après ça court... C'est le spectacle humain du coup, pour les enfants? Absolument, voilà. Et ensuite il y a des spectacles jeunes publics, et puis des spectacles plus pour les adultes. Cette année particulièrement, il y a Full Metal Molière à la salle Surcouf en partenariat avec la Marine. Racontez-nous un peu, ça c'est une pièce totalement barrée, c'est vos termes en plus. C'est complètement barré, c'est Jean-Emmanuel Barré en plus qui l'a écrit, je ne le fais pas exprès, mais c'est vraiment un spectacle complètement à l'ouest qui va avoir lieu donc le 23, si je ne dis pas de bêtises, le 23 février, c'est le dernier spectacle, la salle Surcouf, et c'est un spectacle où on est par terre, mais du début à la fin, à l'ouest. C'est pour montrer qu'en fait le théâtre, il y a des choses beaucoup plus, comment dire, moins drôles, moins barrées, plus réfléchi. Voilà, ce qu'on veut montrer, c'est que le théâtre a plusieurs formes, toutes les envies sont dans le théâtre. Et ce qui est le plus drôle, comme Full Metal Molière par exemple, à d'autres spectacles plus intellectuels, mais voilà. Et toutes les formes sont, là il y a des formes frontales, mais il y a des formes où on est autour, enfin voilà. On participe peut-être un peu plus voilà, du coup. Absolument, voilà. À Caire Edern, par exemple, on fait on va faire une déambulation dans le quartier, parce que le centre social en ce moment est en réaménagement, en donc reconstruction. Du coup, on va dehors, c'est ça? On va dehors, on va se promener. L'année dernière, c'était la Compagnie des Réseaux qui nous avait fait une création magnifique. Cette année, on est avec l'ensemble Sillage, Guy Abgral et moi-même, et on va dire des textes que des habitants de Brest, de différents quartiers, ont écrits sous la houlette de Arnaud Le Gouefflet. Et on va dire ces textes-là sur la musique des musiciens de Sillage. Enfin voilà, c'est une explosion, un feu d'artifice où ça part un peu dans tous les sens, mais où tout le monde se retrouve. Alors est-ce que c'est important aussi, parce que vous sensibilisez du coup au théâtre, mais plus largement, finalement, vous sensibilisez les jeunes publics au spectacle vivant? Est-ce que c'est quelque chose qui se perd? Est-ce qu'on n'emmène plus finalement les enfants? Je ne sais pas si ça se perd vraiment. Je sais qu'aujourd'hui, les jeunes publics sont attirés logiquement par tout ce qui est médias, donc les ordinateurs, les PlayStation et autres. C'est bien, ça fait partie du jeu, il n'y a pas de problème. Mais c'est vrai que amener le spectacle vivant dès le plus jeune âge est principal, justement pour bien marquer que le vivant existe. On s'est invité à l'une de vos répétitions, justement. C'était, vous répétiez la pièce des Anciens des Baraques que vous allez proposer. Alors c'est le 16, le 17 et le 20 février prochain. Ça va être représenté au Macorlan. Donc je vous propose de s'immiscer du coup en avant-première dans les coulisses de cette répétition. Regardez. Bon, la pièce s'appelle Les Anciens des Baraques. C'est une histoire que je voulais vraiment raconter. Ma jeunesse était passée en Australie et ma mère a vécu toute sa vie en baraque.
Elle m'a raconté beaucoup d'histoires de sa jeunesse. Et j'avoue que quand je suis arrivée en France il y a 5 ans, et j'ai commencé à entendre d'autres gens ici à Brest parler de leur vie quand ils étaient jeunes en baraque, je me suis rendu compte que c'était quelque chose vraiment très important dans la vie de cette génération et dans la ville de Brest. Et je voulais raconter cette histoire. Pour moi, c'était plein d'émotions. C'était vraiment la misère. Hein. Les gens, ils vivaient jour après jour, presque repas après repas. Alors c'était des petites rations, quoi. Au début, je voulais juste écouter les histoires que les gens racontaient. Et j'ai interviewé des personnes, au moins une dizaine de personnes dans les derniers 4 ans. Et j'ai transcrit tous leurs témoignages parce que je voulais vraiment garder aussi leur voix, leur dialogue, le vocabulaire qu'ils utilisaient. Pour moi, j'avoue, c'était un apprentissage aussi du français. J'ai quitté Brest suite au bombardement. Bon, les réfugiés de Brest partaient et c'est là que j'ai connu ma femme. Et donc j'ai eu mon premier fils. Celui-là est mort bizarrement. Il est mort avec le bateau qui a explosé au port de commerce et pouf, avec le souffle, là, on squattait, il était près de la fenêtre. C'était l'Ocean Liberty, je crois, en 47 ou 48, je sais plus. Mon père a été volontaire pour commencer la reconstruction de Brest. Les baraques, en fin de compte. La pièce a commencé avec le Festival Oops il y a 4 ans. On a joué, on a fait une lecture et le public a tellement bien réagi. J'ai décidé de continuer à travailler dessus. Et j'ai rencontré d'autres personnes, j'ai fait plein de différentes versions. Ils avaient monté ces baraques qui n'étaient que provisoires. Nous, on avait de la chance de tomber sur une baraque américaine. C'était très joli d'ailleurs. Mais il y avait aussi des baraques françaises qui étaient toutes en bois et noir. Ça m'aurait moins. Il y avait 3 sortes de baraques. Il y avait les baraques canadiennes, les baraques américaines qui étaient des baraques carrées et les françaises en noir, comme tu viens de dire. Alors voilà, on voyait des images de répétition, mais aussi des images de la pièce de l'année dernière que vous avez déjà présentée. Oui. Vous la représentez cette année, qu'est-ce qui va changer ? Alors, une pièce, le spectacle vivant, hein, par principe, change, évolue, s'affine, voilà. Non, la pièce ne va pas changer en elle-même, on affine, voilà, c'est comme le bon vin avec le temps, etc. Mais ça s'améliore. Ouais, on espère. Hein. Mais non, c'est en fait, lorsque l'on a joué en octobre 2012, voilà, c'est ça, il y a eu 2000 personnes à venir, et c'est une pièce... Comme disait Clarence à l'instant, que Oops accompagne depuis le début, la première lecture, c'était une envie d'être ensemble, enfin voilà, ça fait partie de Oops aussi. En plus, voilà, Sophie à Clarence, Sophie Dany, c'est vraiment son projet, enfin d'ailleurs elle l'a mis en livre en fait, enfin elle l'a mis magnifique sur papier, cette pièce. Ouais. Donc on peut aussi la lire du coup chez soi et d'ailleurs observer les magnifiques photos qu'on trouve à l'intérieur. Voilà, et le fait, oui, alors ce livre est magnifique parce que il y a plein de références, c'est Brest. Cette pièce, en fait, c'est l'histoire de Brest. Hein. C'est quand je connaissais moi l'histoire des baraques. Forcément, lorsqu'on est à Brest, on entend parler de ça. Puis là, je suis entré dedans vraiment. Et puis on le vit pour de vrai, quoi. Ah oui, voilà. Et les gens, je me souviens, qui sont venus voir cette pièce déjà, me rebalançaient nous rebalançaient leurs souvenirs, leurs émotions. C'est un thème pas très fun à la base et pourtant vous le rendez assez sympa. Mais en fait c'est pas très fun à la base, mais il y avait une vie tellement forte, puissante et les gens étaient heureux, ils étaient les uns, ils étaient solidaires. Ces moments justement vous nous les faites revivre lors de cette pièce. Donc c'est le 16, 17 et 20 février prochain. Le festival Oops, lui c'est du 15 au 23 février. Ça se passe partout dans Brest. En tout cas merci beaucoup Pierre-Henri de nous avoir présenté cette 8e édition du festival Oops. À présent c'est l'heure de la rubrique en coulisses. Cette fois-ci on reste dans le ton avec un abri, l'abri Sadi Carnot que vous connaissez aussi du coup forcément. Vous en parlez dans la pièce des anciens des baraques, cet abri existe toujours, alors visite guidée avec Julie Sicot. C'est un abri qui a été construit entre 1942 et 1943, au moment où les alertes et les bombardements étaient extrêmement importants sur Brest.
Alors, donc on descendait les 154 marches qui mènent donc à l'abri. On venait se réfugier à l'intérieur. Ici, nous sommes donc dans la partie où les gens s'installaient pour se réfugier et attendre que les alertes se terminent. On remarque que ma foi, les gens étaient bien serrés et n'avaient pas éventuellement beaucoup de place. Ici, donc, toujours évidemment dans l'abri, mais devant l'alvéole qu'on appelait alvéole sanitaire et qui abritait donc les secours de la Croix-Rouge et aussi les auxiliaires de défense passive donc, qui aidaient la population pendant les bombardements. Sur la fin du conflit, Victor Eusin, donc le président de la délégation spéciale, a été obligé de concéder une partie de cet abri à l'armée allemande. Cette ligne blanche là, que l'on voit qui matérialisait la cloison, une cloison de bois qui séparait donc la population civile brestoise et les Allemands. Ce lieu a été aussi le tombeau d'un certain nombre de gens qui pensaient y être en sécurité. Et dans la nuit donc, du 8 au 9 septembre 1944, donc quelques jours avant la libération de la ville, il y a eu une explosion donc, du côté allemand. Une explosion totalement inexpliquée aujourd'hui encore. Ça a eu lieu en pleine nuit, donc le temps que les gens se rendent compte, s'alertent, eh bien, peu d'entre eux ont réussi à y échapper. Quoi de neuf, c'est fini pour ce soir. Demain, vous retrouvez Gwen pour le Grand Prix du disque et moi, je vous retrouve la semaine prochaine. Belle soirée.